Je pouvais à peine respirer. C'était un jeudi ordinaire, de ceux qui commencent tôt et promettent de se terminer sans grandes émotions. Je venais de rentrer de la boulangerie quand je l'ai senti. Ce n'était pas une douleur soudaine, c'était quelque chose de plus effrayant, une pression croissante dans la poitrine, comme si quelqu'un serrait mon cœur à deux mains. Ma vision a commencé à se brouiller. Mes jambes sont devenues faibles. Je me suis accroché au comptoir de la cuisine, mais ce n'était pas suffisant. Je me suis effondré sur le carrelage, entre la table et le buffet. Je savais que quelque chose n'allait terriblement pas. J'ai 62 ans et j'ai toujours été fort. J'ai élevé mon fils seul après que ma femme nous ait quittés quand le petit avait seulement 4 ans. J'ai travaillé dans des usines, j'ai fait des petits boulots comme électricien, j'ai réparé des voitures dans mon garage. Je ne me suis jamais plaint, je n'ai jamais demandé d'aide. Mon corps a toujours répondu à ce que j'exigeais de lui, jusqu'à ce jour-là. J'ai réussi à attraper mon téléphone portable et à appeler mon fils Thomas. Il habite à seulement 20 minutes de chez moi, dans un appartement à Neuilly que j'ai aidé à financer en payant la caution. J'ai payé la moitié de son mariage il y a 2 ans, une belle cérémonie en Île-de-France. J'ai toujours été présent, j'ai toujours été le père sur qui il pouvait compter. « Thomas, j'ai besoin de toi », ai-je dit d'une voix faible. « Je n'arrive pas à respirer correctement. Je crois que je dois aller à l'hôpital. » Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne, une pause beaucoup trop longue. « Papa, là maintenant Chloé est en train de s'habiller et on devait aller chercher sa mère pour déjeuner chez nous. » Mon cœur s'est serré encore plus, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause de la froideur dans sa voix. « Thomas, je me sens vraiment mal. Je crois que c'est grave. »« Ouais, papa, mais tu ne peux pas appeler un taxi ou le SAMU. C'est que là, c'est un peu compliqué. » J'ai raccroché le téléphone, pas par colère, mais par manque d'air, vraiment, et à cause d'une douleur différente qui n'avait rien à voir avec le cœur physique. C'était quelque chose de plus profond. C'était la sensation d'avoir tout donné à quelqu'un qui, au moment où j'en avais le plus besoin, n'était pas disposé à traverser 20 minutes de circulation parisienne pour moi. J'ai appelé un voisin, M. Bernard, qui m'a emmené en urgence aux urgences. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Les conseils de Papy. Parce que cette histoire ne fait que commencer et ce qui suit va vous laisser bouche bée. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez. À l'hôpital Bichat, je suis allé directement aux urgences. Les médecins ont mesuré ma tension, 21/13. Mon cœur était emballé, irrégulier. Ils ont fait un électrocardiogramme, des analyses de sang, une radiographie. Un jeune médecin, aux yeux fatigués mais gentils, a pris ma main et m'a dit « Monsieur, vous faites une crise hypertensive grave. Cela peut évoluer vers un infarctus ou un AVC si on ne stabilise pas rapidement. On va vous hospitaliser. » Je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Mon fils n'est pas venu. Ils ont demandé le contact d'un proche. J'ai donné le numéro de Thomas. Ils ont appelé. Il n'a pas répondu la première fois, ni la deuxième. À la troisième, il a répondu « C'est l'hôpital Bichat. Attendez, je regarde. Le père de monsieur est hospitalisé. État grave. Il a besoin d'un accompagnant. » J'ai entendu sa voix en fond, un peu étouffée. « Ah d'accord. C'est vraiment grave? Écoutez, j'ai de la visite chez moi là. Est-ce que vous pouvez le garder hospitalisé et je viens plus tard ?» L'infirmière m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. C'était de la pitié mélangée à de l'indignation. Je suis resté seul sur ce brancard froid, regardant le plafond du couloir de l'hôpital, entendant des gémissements de douleur autour de moi, sentant la vie s'écouler lentement. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a commencé à mourir aussi. Ce n'était pas le corps. C'était l'illusion que l'amour d'un père était réciproque, que le sacrifice génère de la gratitude, qu'être présent dans la vie de quelqu'un garantit que cette personne sera présente dans la vôtre. Je me trompais, et cela faisait plus mal que n'importe quelle pression dans la poitrine. Je suis resté en observation pendant 5 heures avant qu'ils ne trouvent un lit dans le service. Pendant tout ce temps, mon téléphone est resté silencieux. Aucun message, aucun appel, rien. Je regardais cet écran noir et j'essayais de trouver des excuses pour lui.
Il doit être en train de régler quelque chose d'important. Peut-être que son téléphone s'est déchargé. Il doit être en route et a oublié de prévenir. Mais au fond, je connaissais la vérité. Vers 15 heures, Thomas est finalement apparu. Il est entré dans la chambre avec cette démarche pressée, regardant sa montre, comme s'il accomplissait une corvée. Il ne m'a pas embrassé, n'a pas vraiment demandé comment j'allais. Il a juste dit « Alors, papa, ça va mieux ?» J'avais une perfusion dans le bras, des appareils qui surveillaient de mon cœur. Je sentais encore mon corps, affaibli. Et tout ce qu'il a réussi à dire, c'était « alors », comme quelqu'un qui demande le résultat d'un match de foot. « Ça va un peu mieux », ai-je répondu d'une voix faible. Les médecins ont dit que c'était grave, que j'aurais pu mourir. Il a détourné le regard. « Heureusement que tu n'es pas mort, hein? Donc tout va bien maintenant. » Silence. « Thomas, tu n'es pas venu quand je t'ai appelé. » Il a soupiré, ce soupir de quelqu'un qui est injustement accusé. « Papa, je t'ai déjà expliqué, on avait prévu de déjeuner avec ma belle-mère. Elle est venue de Bordeaux, elle a attendu toute la semaine pour ce déjeuner. Je ne pouvais pas la laisser tomber. » J'ai senti une larme couler. Pas de douleur physique, de déception. Et moi, on pouvait me laisser tomber? Ce n'est pas ça, papa, mais tu sais comment c'est. Chloé aurait été contrariée. Sa mère est sensible, elle a déjà un certain âge. Je ne voulais pas créer de problème dans mon couple. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un étranger. Ce n'était pas le petit garçon que j'avais bercé dans mes bras pendant les nuits de fièvre. Ce n'était pas le garçon que j'avais encouragé à étudier à Sciences Po, à rêver, à devenir quelqu'un. Ce n'était pas le jeune homme qui avait pleuré sur mon épaule quand il avait été rejeté par sa première petite amie. Cet homme devant moi était quelqu'un que je ne connaissais pas, quelqu'un qui avait appris à calculer l'affection, à peser la valeur des gens sur une balance froide et à choisir qui méritait son temps, et je ne le méritais pas. « Elle a un certain âge ?» ai-je demandé, sentant l'ironie amère dans ma propre voix. « J'ai un certain âge aussi, Thomas. Je suis sensible aussi, et j'ai failli mourir aujourd'hui. Papa, n'exagère pas. Exagéré, je suis hospitalisé. » Ma voix est sortie plus forte que je ne l'avais voulu. Une infirmière est passée devant la porte et a lancé un regard d'avertissement. Thomas a regardé autour de lui, gêné. « Bon, désolé, mais maintenant je suis là, non? Je suis venu te voir. Tout va bien maintenant? » « Tout va bien ?» ai-je répété, incrédule. Il a regardé à nouveau sa montre. « Écoute, papa, je dois y aller. Chloé est seule avec ma belle-mère à la maison et tu sais comment c'est. » Il s'est levé. « S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi, mais seulement si c'est vraiment urgent, d'accord? Demain, c'est l'anniversaire de sa mère et on va lui faire une surprise. » Il est parti comme ça, sans un baiser, sans une accolade, sans même demander si j'avais besoin de quelque chose. Je suis resté là, seul dans cette chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et la solitude, comprenant enfin une vérité cruelle. J'avais élevé un fils, mais je n'avais pas élevé un homme qui savait aimer en retour. Et le pire de tout, je l'avais permis. Pendant des années, je l'avais toujours mis en premier, ses besoins, ses désirs, ses rêves. Et dans le processus, je lui avais appris que ma valeur était conditionnelle, que je serais toujours là, disponible, en attente, qu'il n'avait pas besoin de rendre l'appareil parce que je n'exigerais jamais rien. Mais j'exigeais maintenant, et pour la première fois de ma vie, je ressentais quelque chose de différent envers lui. Ce n'était pas de la haine, c'était pire, c'était de l'indifférence. Je suis sorti de l'hôpital 2 jours plus tard. Je suis parti seul en taxi, avec un sac plein de médicaments et une longue ordonnance médicale. Mon cœur était stabilisé, mais les médecins ont été clairs. « Vous avez eu de la chance cette fois-ci », a dit le cardiologue, un homme d'âge mûr avec des lunettes et un air sérieux. « Mais votre cœur crie au secours, la tension incontrôlée pendant des années, le stress, le manque de soins pour votre santé, tout cela a eu un prix. Si vous continuez comme ça, le prochain épisode pourrait être fatal. Fatal. » Ce mot a résonné dans ma tête pendant tout le trajet de retour à la maison. Quand je suis arrivé, la maison était vide et silencieuse, comme toujours. Aucun message sur le portable, aucun « Comment vas-tu »
Rien. C'était comme si ces 2 jours d'hospitalisation n'avaient jamais eu lieu. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé autour de moi. Chaque coin de cette maison avait une histoire. Le buffet que j'avais acheté en paiement échelonné sur 12 mois. La table de la cuisine où Thomas faisait ses devoirs. Les photos au mur, toutes de lui. Remise de diplôme, mariage, moments heureux. J'étais sur certaines, toujours à côté, toujours souriant. Mais où était-il maintenant? J'ai pris mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai ouvert WhatsApp et j'ai regardé son statut. Il avait été publié 3 heures plus tôt. C'était une photo de la table du déjeuner, copieuse, belle, avec la légende « Déjeuner spécial en famille ». Sur la photo, il y avait lui, sa femme Chloé et sa belle-mère, tous souriants, en famille. Je n'étais pas là. Je n'étais pas la famille. J'ai respiré profondément, essayant de contrôler la tension qui recommençait à monter, et j'ai commencé à réfléchir. Pour la première fois en décennies, j'ai commencé à penser à moi, à ce que j'avais fait, à ce que j'avais omis de faire, aux choix qui m'avaient mené jusqu'ici. Je m'étais complètement annulé. Après le départ de ma femme, j'étais simplement devenu le père de Thomas. Je n'avais pas de hobby, pas d'amis proches, pas de vie propre. Tout tournait autour de lui. Et quand il a quitté la maison, quand il s'est marié, j'ai simplement continué à graviter autour d'une orbite qui ne me voulait plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me restait? J'ai pris les médicaments et j'ai commencé à les organiser dans une boîte. Il y en avait 7 types différents, pour la tension, pour le cœur, pour l'anxiété, pour dormir. 7 comprimés que je devrais prendre tous les jours pour le reste de ma vie. C'est là que j'ai réalisé. J'ai failli mourir et mon fils a choisi un déjeuner avec sa belle-mère. Ce n'était pas de la négligence, ce n'était pas un oubli, c'était un choix délibéré. Et s'il avait choisi, je pouvais aussi choisir. Ce soir-là, allongé dans mon lit, regardant le plafond sombre, j'ai pris une décision. Ce ne serait pas une vengeance explosive, pleine de cris et d'accusations. Ce serait quelque chose de plus silencieux, de plus profond, de plus efficace. J'allais prendre mes distances. J'allais vivre ma vie. Et j'allais le laisser ressentir mon absence, de la même manière que je ressentais la sienne. Ce ne serait pas facile. Les pères ne sont pas programmés pour s'éloigner de leurs enfants. Chaque cellule de mon corps criait contre cette idée, mais mon esprit, pour la première fois, était plus fort que mon cœur. Je méritais mieux, et s'il ne pouvait pas le voir, le problème n'était pas le mien, c'était le sien. La semaine suivant l'hospitalisation, Thomas n'a pas appelé une seule fois. Je n'ai pas appelé non plus. C'était une expérience étrange, presque douloureuse de rester silencieux. Pendant des années, j'avais été ce père qui appelait tous les jours. « Tu as déjeuné ? Comment s'est passé le travail ? Tu as besoin de quelque chose ? » Maintenant, rien. Les jours passaient lentement. Je prenais mes médicaments, je faisais des promenades légères comme le médecin l'avait recommandé, j'essayais de réorganiser ma routine, mais son absence me faisait mal. Ça faisait mal d'une manière différente, comme une blessure dont on sait qu'elle est là, mais qu'on essaie d'ignorer. Le 10e jour, il a finalement envoyé un message. « Papa, ça va ? Aux abonnés absents ?»« Aux abonnés absents ? Moi ? Aux abonnés absents ?» Je suis resté à regarder ce message pendant de longues minutes. Mes doigts tremblaient sur le clavier. L'envie de répondre « Je vais bien, mon fils, et toi ?» était presque incontrôlable. C'était automatique. C'était ce que je faisais toujours. Mais cette fois, j'ai respiré profondément et j'ai tapé « Je me remets ». Sec, direct, sans question en retour, sans « et toi ?» sans montrer d'intérêt. Il a mis des heures à répondre. Tant mieux. Prends soin de toi, hein? D'accord. Et c'était tout. Il n'a pas demandé comment j'allais vraiment. Il n'a pas voulu savoir si j'avais besoin de quelque chose. Il ne s'est pas proposé pour venir me voir. Il a juste rempli le protocole de base de la politesse et a continué sa vie. Et j'ai continué la mienne. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais jamais faites. Je me suis inscrit à un groupe de marche le matin tôt au parc du Luxembourg. Là, j'ai rencontré d'autres personnes de mon âge. Certains veufs, d'autres divorcés, certains encore mariés, tous avec des histoires,
tous avec des douleurs, tous essayant de reconstruire quelque chose après des années à se donner pour les autres. L'un d'eux, Pierre, est devenu particulièrement proche. Il avait 2 fils qui habitaient en province et donnaient rarement de leurs nouvelles. « On élève en espérant de la gratitude », m'a-t-il dit un jour pendant qu'on marchait. Mais la gratitude n'est pas une monnaie d'échange dans les relations entre parents et enfants. On donne parce qu'on veut donner, pas parce qu'on s'attend à recevoir. Le problème, c'est quand on donne jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Là, le fils grandit en pensant que c'est son droit et on vieillit en pensant que c'est notre obligation. Ça m'a frappé en plein cœur. C'était exactement ce que j'avais fait. J'avais passé tellement de temps à être le père qui résolvait tout, qui était toujours disponible, qui ne disait jamais non, que Thomas avait grandi en croyant que c'était normal, que je serais toujours là, inconditionnel, sans avoir besoin de réciprocité. Et maintenant, il vivait exactement ce que je lui avais enseigné. 1 mois s'est écoulé. Thomas m'envoyait des messages épars, toujours génériques. « Ça va? Comment va ta tension ?» J'ai répondu à tous avec une cordialité polie, mais sans chaleur, sans affection, sans proximité. Il ne s'en est pas rendu compte, ou il s'en est rendu compte et s'en fichait, jusqu'à ce que quelque chose d'intéressant se produise. Chloé, ma belle-fille, m'a appelé. « Beau papa, ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. » J'ai trouvé ça étrange. Chloé ne m'avait jamais appelé avant. C'était toujours moi qui appelais, qui posais des questions, qui montrais de l'intérêt. « Ça va, Chloé? Et vous? »« Ah, tout va très bien. Écoute, on réfléchissait. L'anniversaire de Thomas approche et je voulais lui faire une fête surprise. Est-ce que tu pourrais nous aider à organiser? Tu sais comment c'est, ma mère n'a pas beaucoup de temps et j'ai pensé à toi. » Je suis resté silencieux. Donc c'était ça. J'étais utile quand ils avaient besoin de quelque chose. « Chloé, merci pour l'invitation, mais je ne vais pas pouvoir. Je me concentre sur ma santé maintenant, et le médecin m'a demandé d'éviter le stress. »« Ah, je comprends, mais c'est juste pour aider à organiser. Tu n'as pas besoin de tout faire tout seul. Même ainsi, ça ne va pas être possible, mais je suis sûr que vous allez faire quelque chose de magnifique. » J'ai raccroché. Mon cœur battait fort. Mais ce n'était pas à cause de l'hypertension. C'était une sensation étrange, presque libératrice. J'avais dit non et le monde ne s'était pas effondré. L'anniversaire de Thomas est arrivé. Il a eu 32 ans. J'ai envoyé un message simple. « Bon anniversaire, mon fils. Beaucoup de santé et de bonheur. » Pas d'emoji, pas de « je t'aime », pas de ces longs textes que j'avais l'habitude d'envoyer, me rappelant le jour où il est né. Toutes les belles choses que je lui souhaitais, tout l'amour que je ressentais. Juste, bon anniversaire, mon fils. Beaucoup de santé et de bonheur. Il a répondu avec un « merci, papa ». Je n'ai pas appelé. Je ne suis pas venu avec un gâteau. Je n'ai pas donné de cadeau. Pour la première fois en 32 ans, j'ai laissé son anniversaire passer sans ma présence marquante. 2 jours plus tard, il est apparu chez moi sans prévenir. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu là, debout, avec cet air un peu perdu, je n'en croyais presque pas mes yeux. « Salut, papa, je peux entrer ?» Bien sûr. Il est entré, a regardé autour de lui, comme s'il visitait la maison pour la première fois. La maison est différente. J'ai déplacé quelques meubles, ai-je répondu en lui servant de l'eau. J'avais besoin de changement. Silence inconfortable. « Papa, tu n'es pas venu pour mon anniversaire ?»« Non. » »« Pourquoi ?» J'ai respiré profondément. « Parce que je n'étais pas invité. »« Comment ça? Tu viens toujours. » Je venais toujours, Thomas, sans être invité, sans être vraiment désiré. Je venais simplement parce que j'étais père et je pensais que c'était ma place, mais ce n'est pas le cas. Il a froncé les sourcils. « C'est quoi cette histoire ?» L'histoire est simple. J'ai failli mourir il y a 2 mois. Tu as choisi un déjeuner avec ta belle-mère plutôt que de m'emmener à l'hôpital. Je suis resté hospitalisé 2 jours et tu es venu 1 fois pendant 1 demi-heure en regardant ta montre. Depuis, tu as à peine donné de tes nouvelles. Alors j'ai décidé que je n'allais plus m'imposer là où je ne suis pas une priorité. Il est devenu pâle. « Papa,
Ce n'était pas vraiment comme ça. C'était exactement comme ça, Thomas. Et c'est bien, tu as ta vie, ta famille, tes priorités. Je comprends. Mais moi aussi j'ai ma vie maintenant, et elle ne peut plus tourner autour de toi. Tu m'abandonnes? La question est sortie presque enfantine, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent sur son visage. De l'insécurité. Non, mon fils, je ne t'abandonne pas. Je me mets en premier, quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Mais je suis ton fils. Et j'ai failli mourir, et tu n'étais pas là. Le silence qui a suivi était dense, lourd. Il a détourné le regard, a joué nerveusement avec son téléphone, a essayé de dire quelque chose, mais s'est arrêté. Finalement, il a dit « Pardon, j'ai fait une erreur, mais je n'imaginais pas que c'était si grave. Tu as toujours été si fort. Je pensais que j'étais indestructible, que je n'avais besoin de personne. Eh bien, je ne le suis pas, Thomas. Je ne suis qu'un homme de 62 ans, avec un cœur malade, qui a élevé un fils seul, et qui espérait que quand il en aurait le plus besoin, il serait là. » J'ai vu une larme couler sur son visage. Je ne savais pas, papa. Maintenant tu sais. Il est resté quelques minutes de plus, à essayer de parler de choses et d'autres, mais l'ambiance était étrange. Quand il est parti, il m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Je t'aime, papa. Pardon. Je t'aime aussi, mon fils. » Mais l'amour, j'apprenais, n'était pas suffisant. Le respect, la présence, la réciprocité, ces choses comptaient aussi, et je n'avais eu aucune d'entre elles. 3 semaines après cette conversation, j'ai reçu un appel. C'était d'un numéro que je ne connaissais pas. « Allô? Vous êtes le père de Thomas? »« Oui, qui est à l'appareil? »« C'est l'hôpital Saint-Louis. Monsieur, Thomas a donné votre contact en cas d'urgence. » Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un accident de voiture. Rien de très grave, mais il a besoin d'un accompagnant. On essaie de joindre sa femme, mais il a demandé qu'on vous appelle aussi. J'ai raccroché et je suis resté immobile pendant quelques secondes. Ma première réaction a été de sortir en courant, de prendre le premier transport et de voler vers cet hôpital. C'était mon fils unique. Mais alors j'ai respiré profondément. J'ai rappelé. « Allô? Écoutez, je me remets d'un problème de santé grave. Le médecin m'a interdit les situations de stress. Vous avez réussi à joindre sa femme? Pas encore. Alors essayez de contacter sa famille à elle. La mère de sa femme habite tout près. Je suis sûr qu'elle pourra l'aider mieux que moi. Mais monsieur, je comprends que c'est mon fils. Mais il va bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas un danger de mort? Non, non. Ce sont juste quelques coupures et un possible traumatisme léger. Alors, tout est sous contrôle. S'il y a quelque chose de grave, rappelez-moi. » J'ai raccroché et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ça fait mal. Ça fait terriblement mal de ne pas courir secourir son fils. Ça va contre tous les instincts de père qui existent. Mais je devais le faire. Je devais lui montrer, à lui et à moi-même, que je ne pouvais plus être celui qui était toujours disponible pendant qu'il me mettait en 2e, 3e, 4e plan. 2 heures se sont écoulées. Mon téléphone a sonné. C'était Thomas. « Papa, tu n'es pas venu. » Sa voix était faible, mais ce n'était pas de douleur physique, c'était de déception. « Je ne suis pas venu, mon fils. Mais j'ai eu un accident. Je sais. Et tu vas bien? Chloé est arrivée? » « Oui, elle est là. Mais papa, je t'ai appelé. J'avais besoin de toi. » J'ai fermé les yeux. « Thomas, tu te souviens du jour où je t'ai appelé en te disant que je n'arrivais pas à respirer? Que je me sentais mal? Tu te souviens de ce que tu m'as dit? » Silence. « Tu m'as dit que tu avais un engagement avec ta belle-mère, qu'elle passait en premier. Papa, ce n'est pas la même chose. » C'est exactement la même chose. La différence, c'est que j'ai survécu pour te montrer à quel point ça fait mal. Alors c'est une vengeance? Tu te venges de moi? Non, Thomas, ce sont des conséquences. Je ne me venge pas, je me protège. Je me mets en premier, quelque chose que tu fais depuis longtemps, et j'ai finalement appris.
Il est resté silencieux de l'autre côté de la ligne. Je pouvais entendre des sons étouffés de l'hôpital en fond. Je pensais qu'un père serait toujours là. Et moi, je pensais qu'un fils serait toujours là pour son père. Je crois que nous nous sommes tous les deux trompés. J'ai raccroché. Et cette fois, je n'ai pas pleuré. Un mois s'est écoulé. Thomas ne m'a pas cherché. Je ne l'ai pas cherché non plus. C'était un jeu silencieux, un bras de fer émotionnel où personne ne voulait tirer en premier. Les jours se traînaient dans une routine étrange, où je devais constamment me rappeler que je faisais la bonne chose, même quand chaque fibre de mon être de père criait pour que je prenne le téléphone et que je l'appelle. Les matins étaient les pires. Je me réveillais, et la première chose à laquelle je pensais, c'était lui. Comment allait-il? Était-il bien? Était-il en colère contre moi? Est-ce que je lui manquais ou suivait-il simplement sa vie, indifférent comme il l'avait fait pendant si longtemps? Mon groupe de marche est devenu mon refuge. Pierre, Monsieur Bernard et d'autres m'écoutaient, me soutenaient, partageaient leurs propres histoires de fils distants, de relations familiales compliquées. Je n'étais pas seul dans cette douleur, et cela, d'une certaine manière, allégeait le poids. « Tu fais ce qu'il faut », me disait toujours Pierre. Un fils doit apprendre qu'un père n'est pas un paillasson, qu'on a aussi des sentiments, qu'on a aussi besoin de soins. Mais même avec tout ce soutien, la culpabilité me visitait aux petites heures du matin. Et si j'étais égoïste? Et si j'exagérais? Et s'il avait vraiment besoin de moi et que je n'étais pas là? Jusqu'à ce qu'un samedi après-midi ensoleillé, alors que j'arrosais les plantes dans le jardin, la sonnette a retenti. C'était Chloé, seule. Elle était différente, les cheveux attachés n'importe comment, sans maquillage, les yeux rouges comme si elle avait pleuré récemment. Elle portait un sweat large et un pantalon de jogging, bien différente de la Chloé toujours apprêtée que je connaissais. « Je peux entrer, beau papa ?» La formalité dans le traitement m'avait toujours un peu dérangé. Je n'ai jamais été très cérémonieux, mais elle avait toujours maintenu cette distance respectueuse, qui au fond n'était que de la froideur déguisée en politesse. « Bien sûr, entre. » Je l'ai laissé passer et j'ai fermé la porte. Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle, comme si elle évaluait chaque détail de la maison, cherchant quelque chose qu'elle ne savait pas trop quoi. « Tu veux un café, de l'eau, un jus ? Un café serait bien. Merci. » Nous sommes allés à la cuisine. J'ai mis l'eau à bouillir et j'ai préparé le filtre. Le silence entre nous était dense, chargé de choses non dites. Elle s'est assise à table, jouant nerveusement avec ses ongles. « Je suis venue ici parce que je dois te parler de Thomas, » a-t-elle finalement dit, brisant le silence. Mon cœur a fait un bond. « Il va bien? Il s'est passé quelque chose? Physiquement? Oui, il va bien. Mais émotionnellement, non. Il ne va pas bien du tout, beau papa. » J'ai servi le café et je me suis assis en face d'elle. Mon cœur battait vite, mais j'essayais de rester calme. « Qu'est-ce qui se passe ?» Chloé a remué sa tasse, tournant la cuillère plusieurs fois, repoussant le moment de parler. « Il est différent depuis ce jour à l'hôpital. Depuis que tu n'es pas venu, il a complètement changé. » Je suis resté silencieux, juste à écouter. Au début, il était en colère. Il disait que tu étais dramatique, que tu exagérais, que tu essayais de jouer les victimes. Mais ensuite, il a commencé à réfléchir. Et plus il réfléchissait, plus il devenait silencieux. Elle a pris une gorgée de café. Il a commencé à se souvenir d'autre chose, du jour où tu as été hospitalisé et qu'il a mis des heures à venir, des fois où tu appelais et qu'il faisait semblant de ne pas voir, des fêtes auxquelles tu n'étais pas invité, des dimanches qu'il promettait de venir et qu'il annulait au dernier moment, de toutes les fois où il t'a mis en dernier. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Hier soir, il était assis sur le canapé, dans le noir, juste à regarder dans le vide. Je lui ai demandé ce qui se passait, et il m'a regardé avec des yeux. Beau papa, c'était des yeux de quelqu'un qui est perdu. Et il m'a demandé, « Tu penses que je suis un bon fils ?» Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que oui, évidemment. J'ai essayé de le rassurer. J'ai dit qu'il était un excellent fils, qu'il avait toujours pris soin de toi, qu'il s'était toujours inquiété pour toi.
Mais il a secoué la tête et a dit « Non, Chloé, je ne l'ai pas été », et il me l'a montré de la pire manière possible. Chloé a essuyé une larme qui coulait. Il m'a tout raconté sur le jour où tu te sentais mal et où tu as appelé pour demander de l'aide, sur le choix qu'il a fait, sur comment tu as changé après ça, sur comment il a finalement compris ce qu'il avait fait quand tu n'es pas venu le voir à l'hôpital. J'ai respiré profondément, essayant de traiter tout cela. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a brisé, beau papa. Il a dit « Mon père a failli mourir et j'ai choisi un déjeuner. Et maintenant je comprends que pour lui, quelque chose en lui est mort ce jour-là. Ce n'était pas son corps, c'était l'amour inconditionnel qu'il avait pour moi. Et c'est moi qui l'ai tué. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur mon visage. Il pense qu'il t'a perdu, qu'il a tout détruit. Et il souffre, beau papa. Il souffre beaucoup. J'ai essuyé mes larmes et j'ai essayé de me recomposer. Chloé, je ne voulais pas qu'il souffre, je voulais juste qu'il comprenne. Et il a compris, trop tard peut-être, mais il a compris. Elle a respiré profondément, comme si elle rassemblait son courage pour ce qui allait suivre. Mais beau papa, je dois te confesser quelque chose, et ça me ronge de l'intérieur. Je l'ai regardé, curieux et appréhensif. Ce jour-là, le jour où tu te sentais mal et où tu as appelé Thomas, j'étais là. J'ai entendu toute la conversation. J'ai entendu ta voix de l'autre côté, faible, demandant de l'aide, et j'ai vu l'inquiétude sur son visage. Elle a commencé à vraiment pleurer maintenant, et c'est moi qui lui ai dit de ne pas y aller. J'ai dit que tu exagérais toujours, que tu faisais toujours du drame pour attirer l'attention, qu'on avait un engagement avec ma mère et qu'on ne pouvait pas annuler au dernier moment, que tu allais bien, que c'était probablement juste de l'hypertension, encore une fois, que ça pouvait attendre. J'ai senti une colère monter, mais je suis resté calme. Je l'ai manipulé, beau papa, et ce n'était pas que ce jour-là. Pendant ces 2 ans de mariage, j'ai planté cette idée en lui petit à petit, qu'il devait se détacher de toi, qu'il devait créer des limites, que tu étais trop fort et que tu n'avais pas tant besoin de lui, qu'on devait construire notre propre famille sans interférence. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'étais jalouse, vraiment jalouse. Tu as toujours été si présent dans sa vie. Il te consultait toujours sur tout. Il voulait toujours ton avis. Il te mettait toujours en priorité. Et moi, je voulais être la priorité. Je voulais être la femme la plus importante de sa vie. Alors, je vous ai éloigné. Elle a sangloté. J'inventais des engagements les jours où il devait te rendre visite. Je faisais la tête quand il parlait de toi. Je me plaignais que tu appelais trop. Je disais qu'un beau-père doit respecter l'espace de son fils marié. J'ai empoisonné son esprit petit à petit, jusqu'à ce qu'il commence à s'éloigner de toi, sans même s'en rendre compte. J'ai fermé les yeux, essayant de contrôler la colère et la tristesse. Et le pire de tout, beau papa, le pire, c'est que j'ai appris ça de ma propre mère. Elle a fait la même chose quand je me suis marié. Elle m'a appris qu'une femme mariée ne peut pas être collée à son père, qu'il faut faire en sorte que le mari s'éloigne de sa famille pour créer notre propre famille. Et je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais maintenant, tu es ici en train de me raconter tout ça. Pourquoi? Chloé a essuyé son visage avec ses mains. Parce que la semaine dernière, ma mère m'a appelé. Elle se sentait mal, avec une douleur à la poitrine, seule chez elle. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai été irrité. J'ai pensé, la voilà encore avec son drame. J'ai pris rendez-vous pour l'emmener chez le médecin seulement le lendemain. J'ai dit que j'avais des choses à régler, que je ne pouvais pas tout lâcher. Elle m'a regardé dans les yeux. Et hier, j'ai découvert qu'elle avait fait un début d'infarctus, seule, et elle n'est pas morte seulement parce qu'une voisine l'a entendue gémir et a appelé l'ambulance. Mon Dieu, j'ai failli perdre ma mère, beau papa, de la même manière que Thomas a failli te perdre. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que j'avais fait. Non seulement j'ai éloigné Thomas de toi, mais je me suis appris à moi-même à faire la même chose avec celle qui m'a élevé. Elle pleurait abondamment maintenant. Je ne veux pas être cette personne, beau papa. Je ne veux pas être la femme qui détruit les familles,
qui met la jalousie et l'égoïsme au-dessus de tout, qui apprend à son mari à abandonner celui qui l'a élevé. Et je ne veux pas que mon mariage soit construit sur l'éloignement de Thomas de toi. Je me suis levé, j'ai fait le tour de la table et je l'ai serrée dans mes bras. Elle a pleuré sur mon épaule comme une enfant. Chloé, regarde-moi. Elle a levé son visage, les yeux gonflés. Je ne veux pas vous éloigner. Je ne l'ai jamais voulu. Je voulais juste être respecté, être valorisé. Je n'avais pas besoin d'être la priorité tout le temps, mais j'avais besoin d'être une priorité au moins quand j'étais en train de mourir. Tu as entièrement raison, et je suis vraiment, vraiment désolé. Et pour ma mère, je me suis déjà excusé auprès d'elle. Je m'occupe d'elle maintenant et j'ai promis que je ne laisserai plus jamais la jalousie ou l'orgueil m'éloigner de ceux qui m'aiment vraiment. J'ai essuyé ses larmes avec une serviette. Chloé, la jalousie envers un beau-père est quelque chose que beaucoup de femmes ressentent, mais la question est que l'amour n'est pas une compétition. Je n'ai jamais voulu prendre ta place, je voulais juste garder la mienne. Il y a de la place pour nous deux, il y a de la place pour nous tous. Elle a hoché la tête. Je le sais maintenant, et je veux reconstruire ça. Je veux que tu fasses partie de notre famille pour de vrai, pas comme une obligation, mais comme un choix. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Elle m'a raconté son enfance, sa relation compliquée avec sa propre mère, les peurs et les insécurités qui l'avaient amenée à agir comme elle l'avait fait. Elle m'a raconté comment Thomas était vraiment détruit, n'arrivant pas à bien dormir, perdant du poids, plongé dans la culpabilité. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle a pris mes mains. « Thomas veut te parler, mais il a honte. Il pense qu'il a tout détruit et que tu ne lui pardonneras jamais. Il n'a pas tout détruit, Chloé, mais il a blessé. Et ça a besoin de temps pour guérir. Je comprends. Et je vais lui dire d'être patient. Que s'il a vraiment changé, il le prouvera par des actes, pas par des paroles. » Elle m'a serré fort dans ses bras. Merci de m'avoir écouté et de ne pas m'avoir jeté dehors. Nous sommes humains, Chloé, et les humains doivent se soutenir, pas se détruire. Après son départ, je suis resté là, seul dans la cuisine, regardant ces 2 tasses de café vides sur la table. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai pas ressenti que ma vengeance était consommée. J'ai juste ressenti une profonde fatigue. Fatigue de porter tant de douleur. Fatigue de devoir enseigner à travers la souffrance. Fatigue de devoir presque mourir pour être vu. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'attendais pas, de l'espoir. Parce que peut-être, juste peut-être, quelque chose de bon pouvait naître de tout ça. Peut-être que la douleur pouvait enseigner. Peut-être que l'absence pouvait guérir. Peut-être que la vengeance froide pouvait, à la fin, réchauffer des cœurs gelés par l'égoïsme. 2 semaines se sont écoulées depuis la visite de Chloé. 2 semaines de silence à nouveau, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas le silence lourd d'avant, chargé de ressentiment et de rancœur. C'était un silence d'attente, de préparation, comme le calme avant une tempête, ou peut-être comme le silence avant un nouveau départ. J'ai continué ma routine. Marche le matin, consultation médicale régulière, cours d'artisanat que j'avais commencé à suivre les mardis et jeudis. Je construisais une vie propre, quelque chose que je n'avais jamais eu. Et, étonnamment, j'aimais ça. Pierre m'a invité au théâtre. Quelque chose de simple. Une pièce comique au centre culturel de la ville. J'ai accepté. On a beaucoup ri. On a mangé une glace. Puis on s'est promené dans les rues du centre. On a parlé de tout et de rien. Je me sentais léger, d'une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. « Tu es différent », m'a dit Pierre pendant qu'on marchait. « Tes yeux brillent à plus. »« J'apprends à vivre », ai-je répondu, après avoir passé tant d'années à simplement exister. C'était un mercredi vers 16 heures que la sonnette a à nouveau retenti. Cette fois, c'était Thomas. Il était debout à la porte, tenant un bouquet de fleurs. Ce n'étaient pas des fleurs chères ou extravagantes. C'étaient des marguerites blanches, simples et belles. Mes fleurs préférées, celles que je plantais toujours dans le jardin quand il était petit. Le fait qu'il s'en souvienne a fait serrer mon cœur. « Salut, papa !» Sa voix est sortie tremblante, incertaine. Il semblait plus petit d'une certaine manière, comme s'il avait rétréci. Il avait des cernes profondes, le visage plus maigre,
la barbe pas faite. « Salut, mon fils. Entre. » Il est entré lentement, regardant autour de lui, comme quelqu'un qui visite un endroit pour la première fois, ou comme quelqu'un qui retrouve un endroit qu'il pensait ne jamais revoir. « J'ai apporté des fleurs, des marguerites. Tu les as toujours aimées. Merci, je vais les mettre dans l'eau. » Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un vase, j'ai mis de l'eau et j'ai arrangé les fleurs. Il m'a suivi, restant debout à la porte, juste à observer. Quand j'ai fini et que je me suis retourné, il avait les yeux embués. « Je ne suis pas venu ici pour m'excuser avec des mots, » a-t-il dit, la voix étranglée. « Les mots sont faciles, papa. Je peux dire pardon 1000 fois et ça ne signifie rien. Je suis venu montrer que j'ai compris. » Il s'est assis à la table de la cuisine, cette même table où il avait fait tant de devoirs, où nous avions partagé tant de repas, tant de conversations. « Papa, j'ai été un mauvais fils. » Thomas. « Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. J'ai besoin de parler. » Je me suis assis en face de lui. « J'ai été un mauvais fils, pas seulement ce jour-là, pendant des années. Je t'ai traité comme acquis, comme quelqu'un qui serait toujours là, peu importe comment je te traitais, comme un meuble de la maison qu'on oublie qui existe jusqu'à ce qu'on en ait besoin. » Il a essuyé ses larmes. « Et tu as laissé faire. Je ne te blâme pas, papa, mais tu as toujours laissé faire. Tu m'as toujours appris que ton amour était inconditionnel, que peu importe ce que je faisais, tu serais là. Et moi, j'ai confondu inconditionnel avec jetable. » Mon cœur saignait en entendant cela. Mais c'était vrai. Douloureux, cru, mais vrai. Je pensais qu'inconditionnel signifiait que je pouvais te traiter n'importe comment, que je pouvais t'ignorer, t'oublier, te mettre en dernier et que tu continuerais à m'aimer de la même manière, que tu continuerais là, en attente, toujours disponible. Il a sangloté. Et quand tu n'es pas venu ce jour-là à l'hôpital, papa, j'ai ressenti exactement ce que tu as ressenti. Et ça a fait mal. Ça a fait mal d'une manière que je n'imaginais pas possible. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un et que cette personne ne soit pas là. Ce n'était pas une vengeance, Thomas. Je sais. Ça m'a pris du temps à comprendre. Mais je sais. C'était des conséquences. C'était la seule façon que tu as trouvé de m'enseigner quelque chose que je refusais d'apprendre. Que toi aussi tu es humain. Que toi aussi tu as besoin de soins. Que ton amour, aussi fort soit-il, ne te rend pas indestructible. Il a pris ma main sur la table. Et tu sais ce qui est le pire? J'étais en colère au début. J'étais fâché contre toi de ne pas être venu, de m'avoir abandonné. Et ce n'est qu'après, bien après, que j'ai réalisé l'ironie de tout ça. Je t'avais abandonné en premier, pendant des années. Et tu ne t'es jamais plaint, tu n'as jamais exigé quoi que ce soit, tu ne m'as jamais fait me sentir mal pour ça. Parce que je pensais que c'était mon rôle. Et ce ne l'est pas, papa. Ça ne devrait pas l'être. Un père n'est pas un paillasson, un père n'est pas un endroit où on essuie ses pieds et qu'on oublie qu'il existe. Un père est une personne avec des sentiments, avec des limites, avec des besoins. Il a serré ma main plus fort. Chloé m'a tout raconté sur comment elle m'a manipulé, sur la jalousie, sur comment elle a planté ses idées dans ma tête. Au début, j'étais en colère contre elle. J'ai même pensé à mettre fin au mariage. Je pensais qu'elle avait détruit ma relation avec toi. Et tu vas mettre fin? Non, parce que ce serait hypocrite de ma part. Elle m'a manipulé, oui, mais je l'ai laissé faire. J'ai permis, parce qu'au fond, c'était confortable. C'était plus facile de m'éloigner de toi que de gérer la responsabilité de t'avoir vraiment dans ma vie, de devoir partager mon temps, mon attention, mes soins. Il a respiré profondément. Mais l'histoire de sa mère m'a réveillé. Quand j'ai su qu'elle avait failli mourir parce que Chloé n'avait pas pris ça au sérieux, j'ai vu un miroir, papa, un miroir horrible, et j'ai compris qu'on répétait un cycle de fils qui abandonnent leurs parents. Et ça doit s'arrêter avec moi. Maintenant. Et comment comptes-tu faire ça? En changeant vraiment, pas avec des promesses vides, mais avec des actes.
Chloé et moi faisons une thérapie ensemble et séparément. Nous apprenons sur les limites saines, sur comment inclure nos parents dans nos vies sans jalousie, sans compétition. Il m'a regardé dans les yeux. Je veux recommencer, papa, pas comme avant, parce qu'avant c'était faux. Je t'étouffais avec mon absence pendant que tu t'étouffais avec ta présence constante. Aucun des deux extrêmes n'était sain. Comment serait ce nouveau départ? Ce serait moi qui t'appelle parce que je veux savoir comment tu vas, pas parce que c'est une obligation. Ce serait moi qui te rends visite parce que tu me manques, pas parce que c'est la bonne chose à faire. Ce serait moi qui t'inclus dans ma vie parce que tu es important, pas juste parce que tu es mon père. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Ce serait moi qui t'emmène dans ce nouveau restaurant qui a ouvert, parce que je sais que tu adores essayer de nouveaux plats. Ce serait moi qui t'invite au cinéma, parce que je me souviens que tu voulais toujours m'y emmener quand j'étais petit, mais qu'on n'avait jamais d'argent. Ce serait moi qui crée de nouveaux souvenirs avec toi, papa. Des souvenirs où tu n'es pas juste le père qui prend soin, mais la personne dont on prend soin aussi. Il pleurait ouvertement maintenant. Ce serait moi qui te valorise, te respecte, te met en priorité. Pas toujours parce que ce serait malsain, mais quand ça compte, quand tu en as besoin, quand tu le mérites. Et Chloé, et sa mère. Chloé veut ça aussi. Elle veut reconstruire sa relation avec sa mère et construire une vraie relation avec toi. Pas forcée, pas fausse, vraie. Et ma belle-mère, sa mère, se remet et nous apprenons tous ensemble. Je me suis levé et j'ai fait le tour de la table. J'ai serré mon fils dans mes bras. Cette accolade contenait des années de douleur, d'absence, de mots non dits. Mais elle contenait aussi quelque chose de nouveau, de l'espoir. Je t'aime, papa, et je promets que je vais te le montrer. Pas juste le dire. Je vais le prouver avec des actes, avec de la présence, avec des soins. Même si ça prend des années pour reconquérir ta confiance, je le ferai. Parce que tu le mérites. Je t'aime aussi, mon fils. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais j'avais besoin que tu comprennes que l'amour seul ne suffit pas. Le respect, la présence, la réciprocité, ces choses comptent aussi. Je le sais maintenant, et je vais passer le reste de ma vie à montrer que j'ai appris. Nous sommes restés là, enlacés dans la cuisine, pleurant ensemble. Pleurant pour la douleur que nous nous étions causés l'un l'autre. Pleurant pour les opportunités perdues. Pleurant pour le temps qui ne revient pas. Mais aussi pleurant de soulagement, parce que peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard. Les mois qui ont suivi ont été de reconstruction lente et prudente. Thomas a commencé à m'appeler sans raison spécifique, juste pour parler. « Salut papa, je pensais à toi. Comment s'est passée ta journée ?» De petites choses, mais qui signifiaient le monde pour moi. Il venait les week-ends, pas toujours, mais régulièrement. Parfois il amenait Chloé, parfois il venait seul. Nous déjeunions ensemble, nous regardions des films, nous parlions de la vie. Il me posait des questions sur mes cours d'artisanat, sur mes amis du groupe de marche, sur mes projets. Pour la première fois, il montrait un intérêt sincère pour ma vie, pas seulement pour ma fonction de père. Chloé a aussi changé. Elle m'a invité à déjeuner, juste nous deux. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté son enfance difficile, sa relation compliquée avec sa propre mère, les peurs et les insécurités qui l'avaient amenée à agir comme elle l'avait fait. Beau papa, je veux que tu saches que je travaille là-dessus en thérapie. La jalousie, le besoin de contrôle, tout. Et je veux construire quelque chose de nouveau avec toi, quelque chose de réel. Moi aussi, je le veux, Chloé. Elle a amené sa mère, Madame Sonia, pour mieux me connaître. Ironiquement, nous sommes devenus amis. Nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun. Deux personnes qui avaient élevé des enfants seuls, qui s'étaient donnés jusqu'à ce qu'il ne reste rien, qui avaient été mis de côté quand il n'était plus nécessaire. Nous avons commencé à nous voir pour prendre un café, pour parler, pour partager nos douleurs et nos victoires. C'était réconfortant d'avoir quelqu'un qui comprenait exactement ce que j'avais traversé. Ma tension artérielle s'est stabilisée. Aux derniers examens, le cardiologue a été surpris par l'amélioration.
Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Les résultats sont beaucoup mieux. J'ai commencé à vivre, ai-je simplement répondu. Il a souri sans complètement comprendre, mais satisfait des progrès. Mon cœur, à la fois le physique et l'émotionnel, a commencé à guérir. Les blessures faisaient encore mal parfois, surtout quand je me souvenais de ce jour à l'hôpital, du choix que Thomas avait fait, de la solitude que j'avais ressentie. Mais la douleur était différente maintenant. Ce n'était pas une douleur qui me consumait, c'était une douleur qui m'enseignait. Un après-midi, Thomas m'a invité à dîner, pas chez lui, mais dans un beau restaurant du centre-ville. « C'est un rendez-vous », a-t-il dit en souriant, « père et fils qui se reconnectent. » C'était une belle soirée. Nous avons parlé de tout. Il m'a raconté ses projets avec Chloé, comment il pensait avoir des enfants et comment il voulait être un père présent, mais aussi comment il voulait que je sois un grand-père présent. « Je ne veux pas répéter les erreurs, papa. Je veux que mes enfants connaissent leur grand-père, le vrai grand-père, pas seulement lors des visites obligatoires de fin d'année. » J'adorerais ça. À la fin de la soirée, quand il m'a raccompagné chez moi, il m'a serré fort dans ses bras. « Merci, papa. » Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Pour m'avoir enseigné, même si ça a fait mal. Pour m'avoir montré que je pouvais être meilleur. Pour m'avoir donné une seconde chance. Tu es mon fils, Thomas. Je voudrais toujours que tu sois la meilleure version de toi-même, même si pour ça, je dois prendre un peu de distance. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ça fait encore mal de me souvenir de ce jour à l'hôpital. La douleur dans la poitrine, le manque d'air, la solitude de ce brancard froid, le choix que mon fils a fait, les mots que l'infirmière m'a dit après. Votre fils n'imagine pas ce qu'il a failli perdre aujourd'hui. Mais je suis aussi fier, immensément fier d'avoir eu le courage de briser le cycle, de ne pas être le père pratique, toujours disponible, toujours en arrière-plan, d'avoir dit non quand je devais dire non, de m'être mis en premier pour la première fois de ma vie, parce qu'au final, la plus grande vengeance n'était pas de faire souffrir mon fils, c'était de m'apprendre à ne plus souffrir, c'était de me montrer que j'avais de la valeur au-delà de la paternité. C'était de me prouver que je pouvais être aimé non seulement comme père mais comme personne. Et c'était d'enseigner à mon fils que l'amour véritable n'est pas le sacrifice jusqu'à l'autodestruction. C'est le respect mutuel, c'est la présence consciente, c'est le choix quotidien de valoriser celui qui est à vos côtés. La vengeance froide n'était pas de détruire, c'était de reconstruire. Ce n'était pas de punir, c'était d'enseigner. Et la leçon la plus importante de toutes, que parfois, pour sauver une relation, il faut la laisser se briser d'abord. Pour qu'en la reconstruisant, on construise quelque chose de plus fort, de plus vrai, de plus sain. Et aujourd'hui, en regardant la relation que j'ai avec mon fils, je peux dire avec certitude, ça valait la peine. Chaque larme, chaque moment de solitude, chaque seconde de douleur. Parce que ce que nous avons maintenant est réel. Et ça n'a pas de prix. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous vous êtes déjà senti invisible dans la vie de ceux que vous aimez, si vous avez déjà dû prendre vos distances pour être vu, partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à vivre ces mêmes douleurs, à apprendre ces mêmes leçons. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne de Les Conseils de Papy pour plus d'histoires comme celle-ci. Parfois, les histoires les plus dures portent les leçons les plus transformatrices, et vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Votre histoire peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour trouver la force de changer. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Merci de m'avoir écouté, merci d'être ici, et rappelez-vous, vous méritez aussi d'être une priorité.